Bonjour. En introduction de cette première capsule sur l'histoire de l'école française, puisqu'il existe une forme d'école française différente de ce qui a pu exister dans d'autres pays, je vous propose donc une introduction intitulée Vivons-nous dans l'école de Jules Ferry? Autrement dit, vivons-nous encore dans l'école de Jules Ferry? Et je voudrais ici insister sur le rôle matriciel de ce qu'il convient d'appeler l'école de Jules Ferry, rôle matriciel dans nos représentations comme dans notre vie politique, voire dans l'identité professionnelle des enseignants. Il n'est qu'à en juger par les noms des rues et des écoles. Certains et certaines d'entre vous ont sans doute été scolarisés dans une école Jules Ferry, ou seront peut-être appelés à exercer un jour dans une école dont le nom sera justement Jules Ferry, ou qui sera située rue Jules Ferry. D'ailleurs, alors Jules Ferry, le voici. D'ailleurs, une grande partie des écoles dans lesquelles vous serez amenés à enseigner ont été construites du fait des lois de Jules Ferry, en fait. Elles ont été construites durant la Troisième République. Alors la Troisième République, et il ne s'agit pas dans ce cours de faire une suite de dates, mais pour situer, c'est les années 1870-75, puisqu'elle se met en place progressivement à l'arrivée du gouvernement de Vichy, donc 1940. Et donc une grande partie des écoles qui existent aujourd'hui encore ont été construites durant la Troisième République, c'est-à-dire en fait en application des lois éducatives de Jules Ferry, ce qui explique d'ailleurs qu'elles présentent souvent une grande homogénéité de style. Vous le savez bien, dans les villages, on trouve ce type d'école. Pourquoi cette homogénéité de style? Eh bien parce qu'en 1880, Jules Ferry avait fait édicter une réglementation précise sur ce qui était attendu de ces écoles, en matière architecturale notamment. Et notamment, par exemple, en ce qui concerne la taille des fenêtres. Vous voyez. Alors, Jules Ferry constitue une figure de référence. Il est peut-être un des seuls noms de ministre de l'Éducation, à part les derniers que vous ayez mémorisés en réalité, et peut-être la seule figure d'homme politique de la Troisième République, quasiment, que certains ou certaines d'entre vous citeraient a priori ou dont ils ont mémorisé le nom. Il est également devenu une figure de référence dans la mémoire des Français, dans les discours politiques. L'opinion, les médias, la classe politique se réfèrent de façon quasi obligatoire à cette école de Jules Ferry, que l'on part d'ailleurs la plupart du temps de tout un tas de vertus qu'elle avait peut-être ou qu'elle n'avait pas, nous le verrons. Et pourtant, Jules Ferry n'était pas forcément destiné a priori à devenir un personnage de référence. Ou en tout cas un personnage historique de référence indiscutable, cette espèce de monstre sacré qu'il est devenu dans les mémoires des Français. Si vous regardez bien, il a été 2 fois Premier ministre pour un total de 3 ans, et ministre de l'Éducation à 3 reprises, mais finalement surtout à une reprise, en 1879-1881, durant quasiment 3 ans. Et d'ailleurs, c'est de cette période que datent ces grandes réformes éducatives. En outre, son bilan a été très contesté sur d'autres points, sur lesquels on reviendra, notamment parce qu'il avait très largement engagé la France dans la politique coloniale en Indochine, un pays qui aujourd'hui est devenu le Vietnam, et dans des provinces qu'à l'époque on appelait le Tonkin. Et donc, il est important de noter, de s'interroger sur finalement cette importance de Jules Ferry dans notre mémoire collective. Comment l'expliquer? Eh bien, peut-être que l'action de Jules Ferry est aussi importante dans notre mémoire parce que finalement, elle se situe dans les premières années de la Troisième République en France, c'est-à-dire, pour simplifier, au début de l'ère républicaine dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle de début de l'ère républicaine? Parce que finalement, il y a eu la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République, mais elles se sont fait suite, hormis la parenthèse du gouvernement de Vichy qui a été assez largement liée à des éléments exogènes, on va dire. Et donc finalement, 1870-1875, enfin bref, les années 1880, l'époque de Jules Ferry, c'est le début d'une période dans laquelle nous vivons toujours. Et c'est le moment où l'on pose un certain nombre de fondements de cette période, dont le rôle de l'école.
Autrement dit, Jules Ferry peut être en quelque sorte considéré, au moins dans les représentations, je ne parle pas pour l'instant de la réalité historique, mais comme une forme d'incarnation de cette République, comme une forme d'incarnation de cette école républicaine, et voire de l'égalité républicaine, puisqu'il est associé à leur naissance même. La question qui se pose historiquement est donc de savoir si cette référence est liée à un mythe historique, comme les sociétés humaines sont capables de les construire. C'est-à-dire, finalement, Jules Ferry est-il un personnage historique ou un personnage mythique? Ou bien, au contraire, y a-t-il quelque chose dans cette école de Jules Ferry qui aurait exceptionnellement bien fonctionné, au point que l'on en serait venu à assimiler l'école de Jules Ferry à une partie de l'identité sociale et culturelle de la France? Bref, l'ensemble de ce cours vise à répondre à deux questions. D'abord, l'école de Jules Ferry donc, et ses vertus supposées sont-elles un mythe? Quelle est leur réalité? Et puis ensuite, que reste-t-il aujourd'hui de cette école de Jules Ferry? Nous allons développer cela au cours d'un certain nombre de capsules courtes, brèves, durant lesquelles j'essaierai de répondre à des questions simples sur ces origines de l'école française. L'essentiel des conclusions qui sont contenues dans ce cours peuvent être retrouvées et développées, si vous le souhaitez, dans les ouvrages de Claude Lelièvre. Ce sont essentiellement les travaux de cet historien de l'éducation en France qui constituent la référence incontournable en matière d'histoire de l'école française. Pourquoi est-ce que je vous explique cela? Non seulement afin que vous puissiez vous y référer, que vous puissiez le citer éventuellement le jour d'une question, le jour d'un concours, d'un examen, etc. Mais aussi parce que les conclusions de Claude Lelièvre, et donc les contenus des cours que je vous propose ici, font l'objet d'un consensus auprès des historiens.